Est-ce que toi aussi t'aimes la romance? Est-ce que toi aussi tu aimes la dystopie? Peut-être que toi aussi, tu aimeras The Perfect Match. Hola a todos, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je me parle du coup de cette fameuse romance dystopique sortie en début d'année et qui a été écrite par Lila Mars. Une biologie plutôt sympathique qui se passe au 22e siècle et qui parle de la thématique de l'amour et des âmes sœurs. Est-ce que c'est possible de trouver son âme sœur dans le futur? Et si oui, y a-t-il des techniques plus faciles que Tinder? Donc c'est une biologie sortie aux éditions Collection H et qui coûte chacun 17,90 €. C'est un livre qui me tentait énormément parce que la romance avait l'air trop kiki et surtout le speech du résumé était incroyable. Je vous laisse avec la petite vidéo de présentation que j'ai réalisée. Au XXIe siècle, on essaie d'éradiquer le plus grand fléau de l'humanité, celui de l'instabilité émotionnelle. Alors, Algorithma a été mis en place. Un algorithme est censé te dire qui pourraient être tes potentiels âmes sœurs. Un taux de 50% est nécessaire pour pouvoir se marier. Sauf que là, moi je l'avais trouvé mon âme sœur, Ashton. Mais bon, pas compatible. Pas compatible pour la société. Mais par contre, compatible à 98,8% avec son grand frère, Isaac Mika. On est constamment observé, étudié, analysé. Toutes nos informations personnelles leur appartiennent. On n'a plus aucun choix dans cette société. Comme vous l'aurez deviné, on suit une romance qui surgit au 22e siècle. Au 22e siècle, on a subi de nombreuses guerres qui a réduit considérablement le nombre de personnes au sein de la population. Et donc, pour faire remonter le taux de natalité, on a essayé de mettre en place un algorithme chargé de trouver ton âme sœur à partir d'une molécule qui se trouverait dans ton cerveau et qui donc permettrait de trouver plus facilement ton âme sœur selon une sorte de test de compatibilité. Et donc dans notre histoire, on suit Elliot, qui est une jeune femme de 21 ans, et son copain Ash. Donc dans cette société, on n'est pas censé avoir de petite amie parce qu'on est censé se marier à 21 ans avec l'une des potentielles âmes sœurs qu'on a. Pour se marier, il faut avoir un taux de compatibilité d'au moins 50% avec la personne, sinon c'est nada. Sauf que voilà, Elliot, elle passe son test avec Ash, qui est son petit copain. C'est très mal vu d'avoir un petit ami avant 21 ans. Et Ash, c'est pas n'importe qui. Ashton Mika, c'est l'arrière-petit-fils du créateur de l'algorithme. Et donc, c'est très important qu'il représente cet algorithme, qu'il représente la société, et que donc, il ait un taux de compatibilité possible avec ses petits amis. Sauf que voilà, vous le devinez, il passe le test de compatibilité une première fois à 18 ans. Négatif, ils sont à environ 45%. Il passe une seconde fois le test à 21 ans cette fois. Et encore une fois, c'est négatif. Ils ont encore diminué. Ça signifie donc qu'ils vont devoir se séparer et qu'ils ont une sorte de mandat qui les empêche de se voir et d'être dans la même pièce en vue de leur passé commun. Et donc ils vont chacun devoir trouver leurs âmes sœurs parmi les potentielles âmes sœurs proposées par Algorithma. Et bien sûr, que se passe-t-il? Eh bien, l'une des âmes sœurs, ou peut-être l'unique âme sœur d'Elliot, c'est le frère d'Ashton, avec qui elle a un taux de compatibilité de 98,7%. Pas n'importe quel taux de compatibilité, un taux de compatibilité extrêmement élevé qui va être donc suivi par les scientifiques qui trouvent que c'est formidable qu'il y ait un couple aussi compatible dans cette société et que donc ça devrait être un modèle. D'autant plus que le grand frère d'Ashton est donc un Isaac Mika et qui est censé également représenter leur famille. Sauf que voilà, Isaac, c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui est à l'opposé du reste de la société, qui est un marginaux. Et en fait, il est un peu le mouton noir de cette famille parce que il s'oppose à son père qui est, on va dire, celui qui contrôle l'état de Portland. Et il s'oppose à tout ce principe d'algorithme. Et donc lui, il était très content lorsqu'il a dû passer son test de compatibilité quelques années auparavant, parce qu'il a plus de 21 ans au moment des faits, et que personne ne correspondait du coup au pourcentage nécessaire pour pouvoir se marier. Donc il n'avait personne avec qui se marier. Voilà. Ah oui, petite précision, en fait, à 21 ans, quand tu passes le test de compatibilité, tu es obligé de te marier dans les 6 mois après ton test de compatibilité.
parce que sinon, voilà, c'est la loi. T'es obligé de te marier pour avoir rapidement des enfants. Et voilà, c'est la vie. Sauf que voilà, on retrouve du coup le fameux Enemies to Lovers qui va devoir faire un fake dating et qui vont devoir vivre dans la même maison. Quel magnifique destin. Et donc voilà, on se retrouve avec deux personnages qui sont à l'opposé de la société, qui s'opposent complètement au système d'algorithme, qui trouvent ça ridicule de devoir suivre un algorithme pour savoir qui on est censé aimer, voilà, flemme. Et donc en fait ils se retrouvent un peu contraints de vivre ensemble. Et il y a une sorte de conflit interne qui s'impose en eux parce qu'on voit qu'ils s'attirent l'un l'autre, mais qu'en même temps ils s'opposent chacun à l'idée du fait que Algorithma ait pu avoir raison. Donc ils s'attirent, mais en même temps leur conscience leur dit mais non, c'est pas possible. La vie est ainsi faite. Donc pour ma part, une très très belle duologie. J'ai adoré l'histoire. Le tome 1, je ne sais plus quel est le tome 1. Le tome 1. Donc le tome 1 se concentre davantage sur la romance et sur la rencontre des deux personnages, comment ils vont essayer de cohabiter ensemble, comment ils vont faire pour potentiellement s'aimer. Et le tome 2, que j'ai préféré, tourne davantage autour de la question politique et la question du coup des nouvelles technologies dans cet univers. Parce que du coup dans le tome 1, on présente les personnages et comment ils vont cohabiter ensemble avec le début de ce qui va se passer dans le tome 2. Donc le début, le prémisse des retournements politiques qui se dérouleront plus tard. Et donc dans le tome 2, on se concentre davantage sur comment retourner la société et voilà, le côté un peu plus dystopique, la guerre, un peu à la... Comment on appelle ça déjà ? À la divergente, c'est vrai. Donc voilà, une très belle duologie, super sympa. Et je trouvais que c'était super cool la romance qui avait été mise en place entre les deux personnages. Vraiment entre les trois personnages au final. Parce que on est dans ce qu'on appelle du coup une sorte de faux triangle amoureux. Où donc Elliot va devoir choisir entre Isaac et Ashton en quelque sorte. Parce que elle est amoureuse d'Ashton au début, mais elle commence à avoir des nouveaux sentiments pour Isaac. Et en fait le triangle amoureux est très bien développé parce que on apprécie énormément les deux personnages masculins. On est autant attaché à Isaac qu'on l'est à Ashton et on espère que chacun pourra finir avec elle et qu'elle finira par trouver celui avec qui elle a vraiment envie de finir. Donc on s'attache vraiment au personnage et le triangle amoureux était très bien développé. J'étais vraiment là en mode je sais pas en fait avec qui tu finis, mais dans tous les cas je serais contente pour toi parce qu'ils ont l'air très très bien tous les deux. Mais voilà, il fallait bien qu'elle fasse un choix et vous le devinerez sans doute ou vous verrez l'histoire. En tout cas, une très belle duologie. On passe tout de suite du coup à mon avis. Donc une très très belle histoire que j'ai trop aimée. J'aime énormément le principe de dystopie, d'univers futuriste. Et je trouvais ça cool qu'on puisse retrouver un livre actuel avec de la romance dans un univers futuriste. Par contre, je ferai une petite reproche sur le tome 1 et également sur le point de romance Enemies to Lovers. C'est parti. En fait, dans le tome 1, du coup, on est dans cet univers un peu dystopique, et même dans le tome 2, en fait, je vais refaire ce reproche sur les deux tomes, c'est qu'on est censé être dans un univers futuriste dystopique. Sauf que j'ai trouvé que l'univers avait été vachement évincé par rapport à la thématique principale, c'est-à-dire la romance, mais en même temps, je pouvais m'y attendre, c'est censé être un livre de romance sorti aux éditions Collection H, c'est une maison d'édition dédiée à la romance, donc peut-être qu'effectivement, le fond pouvait être davantage évincé, mais j'aurais quand même aimé qu'on puisse retrouver davantage d'informations sur cet univers, genre savoir à quoi pouvaient ressembler les habitations, la ville, les moyens de transport. Enfin, en tout cas, essayer de concevoir comment pouvait ressembler la vie au 22e siècle, parce que je pense que entre maintenant, en 2023, et dans l'histoire, ça se passe en 2165, donc dans environ 140 ans, je pense que les choses auront pas mal changé. Et le problème, c'est que quand moi j'ai lu l'histoire, j'avais vraiment l'impression d'être en 2023 aux États-Unis, c'est-à-dire que chacun conduit sa petite voiture. Enfin, dans cet univers-là, elle parle du fait que les voitures ne sont plus comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a très peu de voitures à essence et que Isaac, c'est l'un des seuls à avoir une voiture avec de l'essence. Donc ça, voilà, c'est un point qui parle du coup de cet univers. Mais on a très peu de points qui développent un petit peu l'environnement politique, comment ça se passe, etc. On sait que... aux États-Unis, je me connais très très mal navré, aux États-Unis du coup les États ont été réunis entre eux et du coup il y a 10 grandes nations aux États-Unis. Mais hormis ça, on sait pas plus que ça sur les choses, on sait pas ce qui se passe, on sait qu'il y a une organisation secrète qui
manipule tout un petit peu dans le dos de tout le monde, mais c'est pas grand chose, voilà. Donc c'est un petit peu ce que je reprocherais à l'histoire, c'est de s'être peut-être trop concentré sur la romance, sentiment que j'avais énormément sur le tome 1 parce que le tome 1 se concentrait essentiellement sur la romance, sentiment qui s'est apaisé sur le tome 2 parce qu'il y avait un univers beaucoup plus dystopique, beaucoup plus rébellion, mais c'est quand même un point que j'aurais voulu qu'il soit développé davantage. Second point sur lequel j'ai eu un petit tilt, c'est la relation Enemies to Lovers. C'est une relation et c'est une trope qui est assez difficile à mettre en place parce qu'il faut une bonne raison de détester la personne et très facilement on rentre surtout dans le inconnu to lovers plutôt que dans le enemies to lovers. Et dans cette histoire du coup les personnages au début ne se connaissent pas ou alors Elliot elle a entendu que des rumeurs sur Isaac et Isaac bah, il a vu une seule fois Elliot, donc en fait ils savent très peu de choses l'un sur l'autre. En fait, dès le début, ils se détestent. Parce que ils se détestent par manque de choix, parce qu'on les a forcés à être ensemble, parce que bah, la colère qu'ils ont envers le gouvernement et envers Algorithma, bah, au final, c'est un sentiment qu'ils vont donner à l'autre. Donc voilà, l'Enemies to Lovers, au début, il peut à peu près s'expliquer, mais bon, c'est compliqué à mettre en place, je le conçois totalement. Mais par contre, ce que j'ai trouvé peut-être un peu long par moment, c'est que il y avait des périodes de enemies to lovers, il y a des moments où ils se rapprochaient, mais en fait on ne voyait pas la nuance. Il y avait vraiment une coupure directe en mode je te déteste mais en même temps bam je t'aime d'un coup. Et en fait ça alternait comme ça tout le temps et je trouvais ça un petit peu lourd, surtout que ça a été ça sur tout le premier tome. Et donc je conçois que la difficulté pour le personnage, surtout pour Isaac qui est vraiment à l'opposé de l'idée d'Algorithma, le contraste qu'il y a dans sa tête entre je ne dois pas aimer cette fille parce que je suis contre le principe d'Algorithma, mais en même temps je ne sais pas pourquoi elle m'attire comme pas possible. Le contraste, la difficulté et voilà quoi, ce jeu qui joue dans sa tête, c'est compliqué à gérer et donc on peut comprendre effectivement qu'il y ait ce passage de je t'aime à je te déteste assez rapidement. Mais je l'ai trouvé un peu trop répétitif et j'aurais aimé que par exemple ces périodes durent plus longtemps au lieu qu'il y ait plusieurs petites périodes parce que c'était un peu chiant par moment. Voilà, c'est le seul petit reproche que je ferai à l'histoire parce que en message j'ai trouvé l'histoire très bien, plutôt sympa et j'ai vraiment adoré les personnages qui étaient super tiki. Petit point également que je ferai pour le tome 2, mais je ne sais pas si vous l'avez vu du coup, vous retrouverez ici le times auquel vous pouvez avancer la vidéo pour ne pas vous faire spoiler et je vous parle du coup du petit mot qui m'a dérangé dans le tome 2, c'est parti. Donc dans le tome 2, comme vous l'avez lu ou pas lu, ça dépend de vous, vous savez du coup qu'Isaac est papa. Isaac est papa. Je pense que je suis pas la seule à avoir été choquée par cette information parce qu'elle est vraiment arrivée comme un cheveu sur la soupe. Elle est arrivée comme un petit grain de sel que tu croques dans ta bouche, comme un petit bout de poivre. Enfin vraiment c'était une information qui spawn de nulle part. En fait, on avait l'impression que c'était une information qui avait pour but de rendre la relation entre Isaac et Elliot encore plus compliquée qu'elle ne l'était déjà, juste pour la rendre compliquée. Parce qu'il n'y avait rien qui laissait imaginer qu'effectivement il aurait pu être papa. Il n'y a pas vraiment ce conflit de... Enfin, il y a ce conflit dans la tête d'Isaac qui se dit est-ce que je vais être mon père ou pas, j'ai peur de ressembler à mon père. Mais en même temps, il n'y a pas la question de est-ce que j'ai vraiment envie d'être papa au final? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? En fait, j'ai pas le choix parce que mon gosse est là. Il a déjà 5 ans. Qu'est-ce que je fais? Bah voilà. Je trouvais que la manière dont ça avait été amené, surtout la manière dont ça a été amené, ça a été pas très délicat. Dans le sens où, en fait, on voit l'enfant débarquer. On apprend que l'ancienne copine d'Isaac, c'est la mère, du coup. Et notre personnage principal, du coup, Elliot, se rend compte que le gosse et Isaac ont les mêmes yeux. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend que ils sont parents. Voilà, tout simplement. Sauf que je trouvais qu'il y avait une manière quand même plus douce, des petits sous-entendus, quelque chose qui se faisait sur la durée. Et là, genre vraiment, ça s'est fait en mode, c'est toi le père. Ah oui, je t'ai pas dit pendant 5 ans que t'étais le père, mais j'y peux rien. Hein. T'es pas venu. T'es pas venu ici.
Vraiment, moi, ça m'a vraiment énervé cet instant-là. Après, sur la durée, le fait qu'il y ait un enfant, je trouvais que c'était intéressant comme mise en place. Parce que il y avait vraiment de la difficulté dans la relation entre Isaac et Elliot. Parce que Elliot avait des doutes vu que bah, Isaac était papa avec son ex-meuf. Donc forcément, bah, elle, de son côté, elle se dit, est-ce que je vais les laisser ensemble? Est-ce que lui, il a envie d'être avec eux, avec elle, plutôt qu'avec moi? Alors voilà, il y avait des conflits. Et effectivement, ça a été bien mené durant l'histoire. C'était un bon conflit. Et l'enfant a eu un rôle plutôt utile dans l'histoire. Mais par contre, vraiment, la manière dont ça a été amené, ça a été hyper brut. Et je trouvais qu'il y avait des manières peut-être plus délicates de faire ça. Parce que juste dire, bah, t'es le père, voilà. Ça fait 5 ans, il a 5 ans, voilà, c'est ton gosse. Maintenant, tu t'en occupes. C'est ciao. Et voilà, c'est fini pour le spoil du tome 2. J'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, du coup, j'ai vraiment aimé ces 2 tomes. Cette duologie était vraiment super cool à suivre et j'adore les univers dystopiques. Je suis en train de repenser à un événement du tome 2 et ça me fait vraiment mal au cœur, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Genre vraiment, cette histoire, je vous la recommande vraiment parce que l'histoire est vraiment cool à suivre, les personnages sont vraiment attachants et l'univers reste quand même sympa malgré le fait que, voilà, il y a des choses que j'aurais davantage voulu retrouver, mais qui n'y ont pas été. Tant pis, c'est pas grave, c'est censé quand même être un livre de romance. Mais en tout cas, l'histoire a été bien amenée. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai motivé à lire les livres. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!